Hans-Pierre Michel parle désormais quelques mots d'anglais. Hello, my friends. Mais il ne peut pas voyager, même s'il en a très envie. Pas le choix, il va devoir rester chez lui. Ich möchte reisen. Ich kann aber nicht reisen. Je vais regarder les chaînes américaines pour m'améliorer, se dit-il, mais il est bloqué géographiquement, même s'il modifie son prénom. Hans-Peter Michael. Puis là, il se dit... NordVPN. Effectivement, plus de contraintes géographiques. NordVPN est facile à installer et disponible sur tout un tas d'OS. Ça fonctionne avec Mac, Windows et Android. Les 5400 serveurs sont rapides et la liste des pays est longue. Oui, effectivement, plein de pays pour les serveurs et 6 connexions simultanées. Regarde, il suffit d'un clic et Hans-Pierre y est déjà. Et en plus, ça tombe bien. Offre spéciale. Avec le code Linguistica, chope un abo de 2 ans à prix réduit et 1 mois gratuit en sus. Oui, j'ai dit en sus. En plus, quoi. Enfin, remboursé dans les 30 jours si t'es pas satisfait. Essaye maintenant. N'hésite pas à faire un tour sur nordvpn.com/linguisticae pour plus d'infos. Si vous cherchez des conseils pour convaincre, être éloquent, prendre confiance dans vos capacités linguistiques, vous êtes au bon endroit. Et si vous pensez que c'est perdu d'avance, eh ben j'espère que non tout d'abord, et que quelques-uns de ces conseils vous seront malgré tout utiles. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt pas très éloquent. En fait, je crois qu'on peut complètement dire que j'étais sociophobe, ou pour le dire simplement, timide extrême. Niveau capital social, niveau classement, niveau... Moi, je suis plutôt, période collège-lycée, je suis septière, quoi. Je suis moyen moins. Par exemple, j'allais pas faire mes courses tout seul, parce que j'arrivais pas, j'avais peur des gens. Je prenais pas le bus parce que j'avais peur des gens. J'avais peur des gens, en fait. J'avais peur du monde. L'un des souvenirs les plus marquants de ma jeunesse, c'est quand j'ai dû me présenter devant ma classe de CP. On venait d'emménager au village, et je connaissais personne. Du coup, je m'étais dissimulé derrière une grosse écharpe pour pas qu'on m'entende, et ça avait en gros donné ça. Je m'appelle Romain. Des anecdotes où ma timidité et mon non-charisme m'ont conduit à me retrouver dans des situations vraiment à la con, j'en ai pas mal à mon actif, on peut même dire que j'en ai tout le tour du manteau. Lui, il se met à tracer et à partir en courant dans la tente. Et il ressort en courant avec une espèce de grosse lanterne solaire. Et donc là, on s'est dit, ceci est un vol. Après, en fait, en gros, il nous dit, non mais il y avait personne dans la tente. Ouais, mais enfin, si là, on s'est fait voir, et je veux dire, il n'y a pas grand monde dans le village, et il y a une seule personne qui doit posséder ce genre d'item à 200 km à la ronde, 100 km à la ronde, tu vois. Donc moi, je ne prends pas les décisions. Je me contente de dire, franchement, on devrait pas trop faire ça, et puis en fait, on le fait quand même. C'est ça ma position sociale à l'époque. Hein. Mais ça, c'est pas le sujet. Parce qu'aujourd'hui, mes proches me considèrent comme quelqu'un de plutôt éloquent, convaincant, quelqu'un qui a de la discussion. Je crois que sur Among Us, par exemple, j'arrive à me sortir de situations où même si je suis l'imposteur débusqué, je retourne les gens et me démerde pour qu'un innocent soit jeté dans l'espace à ma place. D'ailleurs, Mintos, t'étais dans Electricol, mais t'étais pas en train de remettre l'électricité, que je sache. Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes en train de le faire, j'ai vu que tous les voyeurs étaient verts. Après, j'ai fait la tâche effectivement, avec les petits ronds sur la droite. La tâche avec les petits ronds sur la droite, là, les 3 petits ronds. Et j'ai pas, voilà. Parce qu'après on s'est arraché avec Antoine, effectivement t'es resté complètement statique et en fait la porte était surtout t'es resté statique au milieu de la pièce, hein, pas devant une pièce ou quoi que ce soit en fait. Hein. C'était ça qui était bizarre je trouvais. Ouais, j'avoue. Ouais mais... Je sais pas. Ouais, je sais pas. J'en mets une sur montée, on verra pas. J'en mets une aussi. Oh là là, oh mais merde, ça skip pas du tout. Oh là là. Oh là là là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a que deux qu'on skip, moi j'ai skip hein. Et je crois que j'ai compris que j'avais un certain pouvoir de persuasion auprès de mes amis en 2012. J'étais alors à la fac et autour de moi, divers profils politiques se côtoyaient. Dans mon cercle social, il y avait un encarté UMP, un tendance FN, un autre de droite conservatrice sans étiquette, un dernier socialiste SOSDEM. Le vote est secret et je ne le saurai donc jamais avec certitude, mais je crois avoir réussi à convaincre chacun d'entre eux de voter pour la même chose que moi, et ce n'était pourtant pas leur cheval de course à l'origine. Alors oui, mes proches me considèrent comme éloquent. Mais ce sont mes proches, je les connais et ils me connaissent, et ça, eh ben ça change pas mal de choses. Et d'ailleurs, dans le cercle privé, je n'adresse que peu la parole à ceux qui ne sont pas mes proches. Ce n'est pas par suffisance ni par dédain, hein. C'est tout simplement que je suis toujours quelqu'un de méfiant et d'anxieux, et ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. Je trouve d'ailleurs que j'ai souvent raison de l'être, mais ça c'est peut-être de l'aveuglement ou du biais de confirmation. Mais face à l'inconnu, j'ai quand même pas mal évolué. Puisque ma vie comporte un autre pan auquel je ne me destinais pas. La personnalité publique, qui conduit à s'adresser à des inconnus. En convention, en face à face par exemple, ou en conférence où effectivement je n'emmène pas toujours très large. Contrairement à mes débuts sur YouTube, aujourd'hui, je crois que je m'en sors pas trop mal. Faut
Faut dire que c'était vraiment catastrophique, et je m'excuse à mes publics d'antan pour cela. Enfin, vous l'aurez compris, parler à des proches ou à un public, ce n'est pas la même chose. Parler à des gens qui sont d'accord avec vous, ou qui au contraire sont en total désaccord, ce n'est pas la même chose non plus. Bien parler et convaincre, c'en est encore une autre. Alors dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner quelques conseils pour bien parler, pour peu que cela ait du sens, en tout cas selon les critères que les gens se font de cet art. Ces conseils pourront vous servir en débat, en entretien d'embauche, dans la vie de tous les jours, au bac à l'oral, en conférence éventuellement, et plus généralement, pour vous sentir sûr de vous quand vous vous exprimez, ou encore pour peut-être combattre l'insécurité linguistique qui vous habiterait. Bien parler, ça ne veut pas dire connaître beaucoup de lexique, ni en tartiner vos phrases dès que vous pouvez. Ça ne vous rendra pas stylé, ça vous rendra au mieux chiant et au pire pédant. Parce qu'on ne peut bien parler que si l'on est bien compris, il est important de viser la clarté plutôt que le reste. Par ailleurs, il faut adapter son lexique à son auditoire sans jamais trahir sa propre identité lexicale. Me concernant, et donc c'est très personnel, il me paraît important pour cela de respecter une règle. Ne pas trahir mon origine linguistique et donc ne pas trahir mon origine sociale ni géographique. Ma différence, elle puise dans ces éléments. Et mes références y sont autant liées qu'elles le sont par ailleurs à ma génération, que j'essaye de ne jamais maquiller pour me rendre plus vieux ou plus jeune. J'ai l'impression que c'est le plus honnête, et donc finalement que c'est le plus simple. Si je suis attaqué là-dessus, sur la forme donc, c'est que cette attaque est forcément personnelle, puisqu'elle touche à mon identité linguistique propre. Je peux donc au choix rappeler que cela ne touche pas au fond de mon propos, et si cela ne suffit pas, je peux dégainer 3 notions de linguistique pour clouer celui qui devient alors un adversaire. Souvent, les gens qui attaquent sur la langue se sentent experts de celle-ci, mais ils commettent eux-mêmes des fautes, d'hypercorrection par exemple. Pour faire le plein d'arguments sur comment vous défendre là-dessus, je vous recommande 3 vidéos à moi. Celle sur l'hypercorrection, on vient d'en parler, celle sur les cramards nazis, qui sont des connards, et celle sur l'Académie française, là il y a tout un tas de trucs à dire, je ne vais pas commencer à les énumérer, sinon on est encore là demain. Je sais que dans plein de milieux, défendre son accent ou sa différence linguistique, c'est difficile. Évidemment, je le sais que trop bien. J'ai moi-même longtemps essayé de foutre la mienne sous le tapis pour me fondre dans la masse. Sauf que voilà, pour moi, je me suis rendu compte qu'il était plus facile d'être indigné et de me défendre, plutôt que de jouer au jeu de celui qui maîtrise au mieux les règles. Car à ce jeu-là, en réalité, il y a toujours plus fort et il n'y a jamais de gagnant. N'ayez pas peur de taper dans le registre vulgaire. J'ai commencé cette partie avec la phrase suivante. Ça ne vous rendra pas stylé, ça vous rendra au mieux chiant et au pire pédant. Et je trouve que cette phrase, elle est très percutante, et elle comporte un mot vulgaire et un autre soutenu, et je pense d'ailleurs que sa force est tirée de ce décalage qui se consolide dans la rime. Connaissez vos sujets. La culture générale aide évidemment. Et quand je parle de culture générale, je parle de toutes les cultures possibles. Connaître la bio de Jean Cocteau par cœur ou réciter du Schopenhauer ne vous aidera pas à faire du lien social dans une soirée de prolo, typiquement. Je connais tous les gagnants de la Starac. J'ai une culture télé des années 2000 de ouf. Il y a quelques Noëls, au milieu de la forêt, j'ai pu m'incruster dans une discussion sur les armes de chasse, et je me sens pas perdu quand ça parle usinage, ni quand ça parle de foot, parce que c'est mon histoire personnelle qui veut ça. Et que ce sont des choses que j'ai eues sur mon parcours. Ce sont des savoirs que je suis heureux d'avoir, et je me sens pas sale d'en parler. Ces centres d'intérêt ne sont peut-être plus les miens aujourd'hui, mais ils l'ont été à un moment de ma vie, et je n'ai pas honte de mon parcours. En réalité, j'ai plus l'impression d'être chiant quand je parle de linguistique. Car la discussion est souvent à sens unique, et de fait, elle est souvent moins intéressante. À moins que vous soyez en discours ou en conférence, évitez de monopoliser la parole est probablement un bon conseil d'ailleurs. Moi, les gens qui parlent trop et que de ce qui les intéresse sans calculer les autres, je ne sais pas vous, je ne les invite pas à manger une blanquette le samedi midi. Et si vous êtes largué dans une discussion, c'est pas grave. Ne tentez surtout pas de vous la jouer expert, vous passeriez pour des cons. Faites-vous plutôt expliquer, soyez à l'écoute. Ça vous aidera peut-être pour le futur, qui sait. Et puis bien parler, ça passe aussi par bien écouter. Ce troisième conseil, il est à l'intersection du premier et du deuxième. Restez dans ce que vous maîtrisez sur le plan linguistique. Il ne faut pas tenter des structures de phrases que l'on maîtrise mal, ni des mots dont on connaît qu'à peu près le sens. C'est le meilleur moyen de passer pour un blaireau. Donc vraiment, évitez de vous la jouer street si vous êtes estampillé bourgeois, et si vous l'êtes pas besoin de vous la jouer prout-prout subjonctif de l'imparfait pour être plus écouté, parce que vous ne bernerez sûrement pas grand monde. Ce conseil, il s'applique particulièrement en débat, en conférence, devant un public. Vous avez le droit de vous tromper, de bafouiller, de lapsuser et de vous reprendre
où vous en étiez. Bien sûr, franchement, si c'était à refaire, je ne reviendrai pas dans ce restaurant puisque ça a été vraiment le feuilleton. J'aurai l'occasion d'en parler aux Français. Marquez une pause, soufflez un coup et reprenez l'air de rien. Sinon, c'est le pic de stress et c'est l'embourbement assuré. Personne n'est une machine infaillible. Personne n'a la maîtrise parfaite de son élocution, de sa grammaire ou encore de sa fatigue, de son anxiété. Quand on a la tête qui bouillonne d'arguments, comme c'est le cas actuellement pour ma version passée quand elle écrivait ce script, on a envie de dégueuler nos phrases en rafale pour se sentir satisfait d'avoir tout pu déballer comme ça. Sauf que voilà, les gens n'aiment pas qu'on leur vomisse dessus. Prenez donc votre temps. Ne parlez pas trop vite. Une bonne technique, c'est d'écrire au clavier et de lire dans votre tête chaque mot que vous tapez. Ça vous forcera à avoir une vitesse plus lente que celle de l'oral. Par contre, bien sûr, ne soyez pas chiant comme la pluie non plus. Les gens qui se confondent en explications super lentes et qui n'accouchent jamais de la fin de leurs propos, alors qu'on a compris depuis le début où ils allaient, ils font péter des durites. Parce que prendre son temps, ralentir son débit, ça ne veut pas dire passer par Bruxelles pour aller à Bordeaux. Des fois, se taire, c'est bien. Beaucoup ont tendance à vouloir meubler le vide dans les conversations comme si ça les angoissait et les plongeait dans une forme d'insécurité. Pourtant, le silence est le meilleur point de départ pour un discours ou pour une argumentation. Et vaut mieux ponctuer son discours de silence pour chercher ses mots que de le ponctuer de phrases incomplètes ou d'interjections comme C'est chiant, je sais, surtout que les interjections sont omniprésentes à l'oral. Donc si vous en lâchez quelques-unes, ce n'est pas très grave non plus. Par ailleurs, en cas de débat ou de joute verbale avec quelqu'un qui a tendance à combler les vides sans trop savoir où ça le mène, mon conseil, c'est de le laisser parler. Car ces gens finissent par se trahir, se contredire ou fournir l'argument parfait pour rebondir. Je pars ici du principe que vous êtes honnête et de bonne foi. Et face à un adversaire qui part dans une tirade décousue tirant tout en longueur, il y a 3 façons de réagir. Premièrement, la façon noble. Si vous avez compris le propos général, reformulez-le plus clairement en 3 fois moins de phrases, et c'est votre intervention à vous qu'on retiendra. Et si vous n'avez pas tout compris, demandez à ce qu'on vous réexplique et prenez votre mal en patience. Votre interlocuteur ou votre audience se lasseront avant vous. Pardon, mais je n'ai pas compris et peut-être pourriez-vous me réexpliquer. Deuxièmement, la façon sournoise. Vous synthétisez, selon ce que vous avez compris, le propos de votre adversaire et répondez non pas à ses arguments, mais à ceux que vous brandissez dans votre synthèse à vous. Cette méthode, c'est celle de l'homme de paille, c'est l'une des plus courantes, notamment en politique. Elle permet de répondre à des phrases qui n'ont jamais été prononcées. C'est trompeur, c'est sournois, mais quand c'est bien maîtrisé, ça passe comme une lettre à la poste. Les politiques adorent, le public en raffole. Après, faut pas y aller avec ses gros sabots non plus. D'accord, bon. Si j'ai bien compris, vous dites que je suis un ours polaire, finalement. Or, ce n'est pas le cas. Donc moi, ce que j'ai envie de vous suggérer, là, actuellement, c'est qu'on passe directement à autre chose, on va pas s'attarder là-dessus, peut-être une chose sur laquelle vous seriez compétent. Ça, par exemple, c'est le schéma classique, mais avec les gros sabots. C'est couillu, mais c'est bourru. Troisièmement, la façon déloyale. Vous dites que vous n'avez rien compris. Avoir parlé pendant 10 minutes pour rien, ça fait toujours mal au cul. Vous pouvez même clôturer le débat en disant que vous ne parlez pas avec les débiles qui savent pas poser 2 arguments, mais là, on atteint vraiment un stade de connardise important. Quoi qu'il en soit, plus généralement, et notamment lorsque l'on est face à un auditoire plutôt qu'à un opposant, prendre son temps en posant des silences, c'est prendre le temps d'anticiper la suite de notre discours tout en occupant l'espace. Car une salle qui reste silencieuse pour vous, c'est une salle qui est suspendue à vos lèvres. C'est un bon moyen de gérer l'intensité aussi, de permettre une gradation dans la vitesse ou dans la voix. Pour être un tueur dans l'exercice, apprenez quelques adjectifs ou quelques transitions. Se lancer dans une énumération d'adjectifs qui augmente en intensité, ponctuée de silence, c'est un moyen efficace de se donner le temps de penser à la suite. C'est pas forcément très subtil, c'est pas forcément très facile, mais c'est très efficace. Et là notamment, par exemple, tout ce segment où j'énumère des adjectifs, eh bien je viens de l'improviser. Et j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé et que vous n'y avez vu que du feu. Peut-être que je me trompe. Et ça, je ne le saurai jamais. On a coutume de dire qu'un bon orateur est un orateur qui reste calme en toutes circonstances, devant toute situation. Pour moi, c'est une idée reçue assez forte et assez fausse. L'appel au calme est certes un moyen pas cher de disqualifier son adversaire en débat ou en discussion,
comme pour se mettre au-dessus de la mêlée. Il y a des sujets ou des propos qui méritent une indignation ou un énervement. En France, une plaidoirie classique, elle est d'ailleurs basée sur le modèle romain. Présenter le discours puis les arguments, susciter une émotion puis une réaction. Nous sommes humains. Nos émotions sont un moteur puissant. Parfois, l'adhésion à votre propos passe par la compassion, la compréhension, l'empathie. Alors bien sûr que les faits sont importants et même primordiaux. C'est même pour ça que vous devrez les rappeler sans cesse, mais ça, on va y revenir. Pour autant, si le fait anecdotique n'est pas un argument, il peut permettre de comprendre pourquoi un sujet vous habite autant, pourquoi telle problématique vous tient à cœur. Vous avez alors le droit de crier, d'être triste, de sangloter, d'être indigné. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? L'UDF, le PS et le PC. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Il est toujours important de recentrer un débat s'il vous semble qu'on en oublie le propos de base et que les arguments désormais développés viennent valider un discours qui, en réalité, n'est plus du tout le même. Dans le cadre d'un débat ou d'un meeting time d'Among Us, c'est particulièrement important, surtout si cela met en défaut votre version, votre vision, votre façon de voir les choses. Et pour cela, il ne faut parfois pas hésiter à saisir la parole. Cela dit, de manière générale, je vous déconseille de couper la parole aux gens, surtout si ce sont vos amis et que vous voulez conserver de bons rapports avec eux. Et puis c'est plus facile de répondre à quelqu'un quand on a tous les éléments, c'est-à-dire quand il a fini. Et puis d'ailleurs, ce serait facile de vous disqualifier d'un débat si jamais vous vous mettiez à couper la parole et à répondre à des demi-phrases. Il suffirait pour cela de prétexter qu'on voulait dire autre chose, mais que ça vous l'auriez su si vous aviez écouté, plutôt que de faire perdre son temps à tout le monde, là. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais c'est vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non. Voilà. Si vous voulez vraiment prendre la parole, il y a d'autres façons de le faire. Un signe de la main, ça suffit souvent. Écoutez les gens qui vous inspirent ou qui sont réputés pour être de bons rhéteurs. Pour cela, évitez évidemment toutes les chaînes de développement personnel qui vous vendent du rêve et surtout des formations. On n'y trouve qu'un mode d'emploi sur comment jouer à l'humain pour arriver à vos fins. Et souvent, vous finissez juste par être grillé à 10 000 bornes et à la clé, vous perdez vos amis en plus de perdre votre pognon. Bref, le bullshit d'école de marketing, ça ne convainc que ceux qui fréquentent ces mêmes écoles. Et le bullshit de start-upers, que ceux qui se branlent dessus. Non. Écoutez plutôt des discours politiques de tribuns reconnus. À gauche, on trouve Mélenchon qui est efficace, à droite on aura volontiers Badinter ou De Villepin. Beaucoup ont aussi été marqués par le franc-parler de Poutou, qui, quoi qu'on en dise, est efficace et authentique. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre, là, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça, voilà. Et là, depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi, que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi, car là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors, l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Macron, quant à lui, je le trouve plutôt mauvais. D'où les différentes petites affaires sur ces phrases malheureuses qui blessent plus qu'elles ne convainquent. Sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. D'ailleurs, c'est l'un des champions des mots obscurs et des hypercorrections, ce qui le rend certes unique, mais surtout pas toujours très clair et parfois ringard. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. D'ailleurs, je m'étais farci de longues heures de discours de chacun des candidats au présidentiel de 2017 quand je bossais sur mon format Figure, un format qui avait pas mal bidé à l'époque, qu'on se le dise, mais qui intéressera peut-être ceux qui veulent creuser l'aspect rhétorique en politique. Sur Twitch aussi, vous trouverez votre compte. Quelques-uns ont la réputation de bien parler, d'être à la fois intéressant et divertissant. Vous trouverez votre bonheur sous cette vidéo dans les commentaires, j'en suis certain. N'hésitez pas à donner vos suggestions d'ailleurs, je suis toujours preneur. Et sinon, évidemment, la musique est aussi une bonne source d'inspiration. Je suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais là encore, direction les commentaires, il y aura de quoi faire. Parler sur de la musique, cela donne un rythme et cela aide à savoir poser des silences, savoir quand augmenter le débit ou le ralentir, parler plus fort ou non. Et le type de musique peut aussi aider à trouver le lexique adéquat en posant une ambiance particulière. Cet exercice, je m'y adonne plusieurs fois le mardi durant mes streams RP.
En fonction de ce qu'il se passe en jeu, j'improvise des discours sur une musique qui permet de guider mes paroles. La connaître permet d'anticiper ses envolées lyriques et de savoir quand s'arrêter. Nous partons à la conquête de l'Irlande. Nous y sommes contraints. Ce n'est pas une guerre que nous faisons comme ça par plaisir. Essayez donc chez vous, vous verrez. C'est un conseil qui vaut dans la vie plutôt que dans un débat ponctuel, mais si jamais vous sentez que vous allez dans une direction qui trahit vos principes ou votre honnêteté intellectuelle, peut-être faut-il le reconnaître et trouver mieux. Si les gens qui persistent dans l'erreur peuvent paraître stylés quand on ne le voit pas, souvent l'artifice est de courte durée. Et puis quand vous êtes catalogué comme quelqu'un qui cherche à avoir raison en dépit du bon sens, et ben même quand vous aurez raison pour de bonnes raisons, on sera moins prêt à vous écouter. Globalement, éviter de mentir et annoncer ses biais est, je crois, le meilleur moyen d'être droit dans ses bottes, cohérent avec soi-même et juste avec les autres. Bien sûr, c'est un mode de vie difficile, si vous vendez des apparts, si vous vendez des prêts étudiants ou des organes vitaux sur le marché noir, mais on gagnerait tous, je crois, à opter pour cette stratégie. Rappelez les faits en permanence, les gens ont tendance à les oublier. Et basez vos avis sur cela si vous pouvez, lorsqu'ils sont solides évidemment. Et lorsque vous changez d'avis, essayez de vous souvenir ce qui a motivé ce changement. Être cohérent dans le temps, c'est un truc qui me tient cher. Pour cela, souvenez-vous d'où vous venez, des gens qui vous ont aidé, et confrontez vos principes avec vos actions. Je crois, peut-être naïvement d'ailleurs, que cela permet pas mal d'éviter une partie de la corruption et des influences qui nous poussent parfois à trahir ce qu'on défendait autrefois. Que dirait le moi-même d'il y a 2 ans face à cet avis, cette décision, cette action? Cela vous aidera à comprendre aussi pourquoi vous défendez telle cause ou tel point de vue. Et ça vous évitera peut-être de vous faire aspirer par votre milieu sans vous en rendre compte, ou de devenir une girouette car les gens n'aiment pas les girouettes. Par ailleurs, la bataille idéologique n'est jamais gagnée ni perdue. Relancez des conversations avec vos amis sur des sujets où vous pensez être unanimement d'accord, et vous pourrez révéler que la situation a changé, et qu'un petit rappel, ça ne fait pas de mal. Ce conseil, évidemment, il s'accompagne d'un autre dont j'ai déjà parlé. Si vous avez tort, c'est pas grave, reconnaissez-le. Vous n'aviez pas tous les éléments. Si les faits qu'on vous rapporte sont plus solides que ceux sur lesquels vous basez vos avis, prenez-les en compte, même si ça fait mal. Parce que le discernement, c'est important. Et si vous cherchez de la constance, pour autant, on évolue, et c'est bien normal. Vous avez le droit de refuser un débat, refuser de parler d'un sujet, refuser de poursuivre une discussion si elle ne mène nulle part. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, et des fois, c'est juste perdre son temps. Et si vous sentez que votre avis, lorsqu'on vous le demande, ne sera pas bien accueilli, ne le donnez pas. Passer pour le pisse-froid, c'est jamais marrant et on n'en tire jamais quoi que ce soit de bon. Ni pour soi-même, ni pour les autres. Et parfois, on n'a tout simplement pas envie. Et si on n'a pas envie, on n'a aucune raison de se forcer. Dernier conseil. Écoutez-moi, mais avec des pincettes quand même. Parce que le storytelling, c'est-à-dire l'art de se raconter pour rendre une situation ou une personne plus stylée, ça marche. Et il y en a pas mal dans cette vidéo. Surtout au début. Mais ça ne doit pas vous leurrer. Cette vidéo, comme elle est tout à fait personnelle, n'est peut-être pas de bons conseils. Boire mes paroles, comme celles de qui que ce soit d'ailleurs, ce n'est jamais un bon plan. Et si vous avez l'impression d'être tout le temps d'accord avec quelqu'un, je dirais qu'il faut peut-être d'autant plus vous méfier et remettre votre esprit critique en route. Parce que personne n'a jamais tout le temps raison. Parce que tout le monde se trompe, et parce que la science infuse n'a pas encore frappé aucun des individus de notre planète. Des os, pas des os. Par ailleurs, globalement, méfiez-vous des gens qui se servent d'un parcours hors norme pour valider leur discours, méfiez-vous des gens qui n'ont jamais d'avis aussi, et méfiez-vous de ceux qui sont prêts à tout vous promettre, car ils sont souvent prompts à ne jamais rien vous donner. Et je crois que c'est sur cette note pessimiste que je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, d'aller acheter mes visuels sur ma boutique, comme ce t-shirt, de checker Utip et Tipeee, et de me rejoindre sur Twitch actuellement, là maintenant tout de suite, pour parler de tout ça, car j'y suis en direct. Et vous avez sûrement plein de choses à me dire.